Bienvenue à tous, bienvenue à toutes à ce grand live sur votre chaîne. Nous sommes mercredi 23 juin 2021. L'invité, c'est le sénateur Vunabandi. On va parler justement de ce qu'il propose, auditer les ministres et les responsables des structures spécialisées pour maximiser les recettes de l'État. On en saura un peu plus tout à l'heure, mais d'abord, les grandes lignes de l'actualité avec vous, Christian Kalonji. Bonsoir. Bonsoir Fabien, merci d'être avec nous. Place à l'actualité, mesdames et messieurs. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a procédé au lancement de l'atelier sur le programme de transformation numérique de la RDC Horizon 2023. Cet atelier de 3 jours organisé par le ministère du Numérique vise notamment à doter la RDC d'une feuille de route. 31 colis de lingots d'or saisis par les forces de l'ordre à la barrière des Poulous sur la RN4 en territoire de Mambasa ont été présentés aux membres du comité provincial de sécurité à Bunia. Les présumés propriétaires sont aussi aux arrêts. Et puis la Cour constitutionnelle autorise l'Assemblée nationale de clôturer la session de mars. Les juges ont donné la possibilité au Parlement de siéger chaque 15 jours pour proroger ou non l'état de siège décrété dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Et puis en Côte d'Ivoire, l'ancien Premier ministre ivoirien Guillaume Soro condamné à la peine capitale. Le verdict a été rendu par les tribunaux criminels d'Abidjan. L'ex-président de l'Assemblée nationale ivoirienne a été poursuivi pour tentative d'atteinte à l'autorité de l'État. Ces titres et tant d'autres seront développés dans la grande édition de 19h. Entre-temps, l'actualité restant continue sur notre site internet. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd. Merci Christian. Le rendez-vous, le journal, c'est à 19h de Kinshasa. Pour l'instant, l'unique dossier du soir avec le sénateur Vunabandi qui demande justement l'audition des membres du gouvernement, notamment des ministres et des responsables des structures spécialisées. Cela dans le cadre de l'élaboration ou de la préparation de l'examen du projet de la loi des finances 2022. Est-ce que c'est de cette manière qu'on pourra maximiser les recettes ou qu'on pourra justement revoir à la hausse les prévisions budgétaires pour l'année 2022? On en saura un peu plus. On va l'écouter en détail. Nous rendons hommage justement en début de ce grand live à un homme très cultivé, un homme pondéré, très équilibré. Il était parmi ceux qui sont passés par chez nous. Nous l'avons reçu dans plusieurs magazines pour parler de la nation. C'est l'ancien premier vice-président du Sénat. Il s'agit de Émile Ilunga Kalambo, qui vient donc de plier bagage pour aller saluer Moïse, rappelé par son père. Nos condoléances à sa famille et surtout à sa chère épouse et à ses enfants. Dans quelques instants, le dossier du soir. Le contenu de 50, bonjour. Bonjour. Le contenu de 50, bonjour. Roi. Le contenu de 50, bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour la famille. Quand le contenu roi, la réaction est réelle. Quand le contenu est roi, bienvenue à l'espace 50. Télé 50, radio 50, le web 50, c'est la communauté 50. Télé 50, radio 50, le web 50, c'est la communauté 50. Jean-Marie Kassamba, le maître d'école, c'est lui qui pousse les jeunes à l'émulation. Jean-Marie Kassamba, le maître d'école, c'est lui qui pousse
pousse les jeunes à l'émulation. Des contenus de JMK Today, des contenus de JMK Rencontre, des contenus du grand plateau. Il faut bien suivre les contenus de Focus dimanche, des contenus de Ça fait débat, des contenus de Juridico, des contenus de décryptage, les contenus de urgence sanitaire. Télé 50, radio 50, le web 50, c'est la communauté 50, télé 50, radio 50, le web 50, c'est la communauté 50. Jean-Marie Kassamba, le maître d'école, c'est lui qui pousse les jeunes à l'émulation. Jean-Marie Kassamba, le maître d'école, c'est lui qui pousse les jeunes à l'émulation. Les contenus de télé 50 chez vous. Fiche Ref, Grand R, Ziatan Jedi. Télé 50 en rouge et blanc. Oui, c'est chic, c'est tout. Comme annoncé, le sénateur Vounabandi Célestin est avec nous. Monsieur Vounabandi, bonsoir. Bonsoir. Sénateur élu du Nord Kivu, vous êtes président, vice-président de la Commission économique et financière au Sénat. Exact. Voilà, les autres casquettes, ça ne nous intéresse pas pour ce soir. On a eu un échange chaud la fois passée. Vous avez eu le feedback? Oui, effectivement, j'ai eu le feedback. C'était très bien. D'accord. J'ai eu également beaucoup de réactions, surtout de votre terroir, le Nord Kivu. Et voilà, donc, on a dit que c'était dans un cadre de fair play, avec des pics. Et voilà, c'était très élaboré. Mais vous lancez une idée, vous avez même écrit déjà, acquis des droits, auditionner. Je ne sais pas si c'est ça le verbe, auditionner ou auditer. Auditionner. Auditionner, c'est en fait un exercice prévu par le règlement intérieur du Sénat. C'est la possibilité pour une commission sénatoriale, permanente ou autre, de pouvoir entendre un gestionnaire, un ministre, un responsable, pour avoir de l'éclairage ou pour avoir des informations précises sur un sujet. Alors, le faire, non seulement les ministres, mais vous voulez que les responsables des structures spécialisées soient également auditionnés, donc notamment les mandataires, pour accroître les recettes publiques. Les ministres en fonction maintenant, ils viennent de prendre les rênes, chacun dans son secteur. Si je ne suis pas fort en calcul mental, mais c'est à peine un mois ou un peu plus de mois. Comment vont-ils rendre compte? Et comment cela pourrait aider à maximiser ou accroître les recettes de l'État? Oui, nous sommes dans le domaine du service public. Dans le domaine du service public, le service continue, quelle que soit la personne qui est responsable. C'est le principe de la continuité des services publics. Alors, pour vous situer, nous avons au cours des exercices antérieurs élaboré, lorsque nous étions en train de faire justement les travaux d'examen des budgets antérieurs, la loi des finances 2020, la loi des finances 2021, et même lorsque nous avons fait la reddition des comptes pour les exercices 2018 et 2019, nous avons constaté qu'il y avait un certain nombre de sujets qui nécessitaient des recommandations justement qui pouvaient permettre d'accroître les niveaux de recettes. Nous avons donc formulé ces recommandations à un certain nombre de responsables des services publics, à un certain nombre de ministres. Mais nous avons constaté que chaque fois que nous revenions, les mêmes recommandations devaient revenir parce que les responsables des services concernés n'avaient manifestement rien fait en termes de suivi ou de mise en œuvre des engagements pris. Et donc, nous avons pensé cette fois-ci qu'il est important
avant d'examiner les budgets de l'exercice 2022, avant d'examiner la loi des finances 2022, nous avons pensé qu'il était important de faire une forme d'évaluation en essayant de regarder toutes les recommandations que nous avons formulées antérieurement et en essayant de voir où est-ce qu'on en était avec leur mise en œuvre. Il s'agit donc pour les uns et les autres, les différents responsables, de nous aider à faire le point sur toutes ces recommandations qui étaient de nature à accroître le niveau de recettes, ce qui nous permettra en fait de préparer l'examen de la loi des finances 2022 dans les meilleures conditions. Mais le constat, le véritable constat que vous venez de faire, est-ce qu'il oblige les parlementaires de pouvoir auditionner les ministres et les mandataires quand on sait que certaines entreprises sont des canards boiteux et quand on sait que certains ministères, certains responsables ministériels n'ont pas encore la maîtrise de leur secteur à peine arrivé, l'exercice sera vraiment ardu, vous ne le pensez pas? D'abord, il faudrait constater que nous sommes dans un exercice normal des compétences dévolues au Parlement. Le contrôle parlementaire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qu'il faut faire observer, il ne sert à rien de formuler des recommandations si on ne peut pas en faire une évaluation. Il n'est pas normal qu'une Assemblée nationale ou un Sénat puisse s'évertuer à faire des recommandations chaque année si au cours des années à venir, il ne peut pas vérifier et s'assurer que les recommandations formulées antérieurement ont été exécutées ou qu'elles ont été suivies des faits. Le problème, c'est celui-là. En principe, on doit évaluer les anciennes lois des finances ou on doit évaluer la maximisation des recettes. Ce qu'on évalue, c'est la maximisation des recettes au regard des recommandations qui ont été formulées et qui pouvaient concourir à la maximisation des recettes. Mais pour revenir sur la question que vous avez posée, en fait, il s'agit d'évaluer les services, les ministères, non pas les individus. Belle précision. Ça devrait se faire avant l'examen du budget 2022. Le ministère du budget est en plein exercice justement pour préparer les prochaines prévisions budgétaires. Est-ce que vous n'êtes pas en retard par rapport à votre demande au Sénat? On n'est pas du tout en retard. Comme vous le savez, la prochaine session parlementaire, c'est une session budgétaire. Et donc, lorsque nous allons revenir en septembre prochain, le 15 septembre prochain, il s'agira pour nous, pour l'Assemblée nationale comme pour le Sénat, d'examiner principalement la loi des finances 2022. Et donc, c'est le moment de le faire. C'est maintenant qu'il faut faire cette évaluation parce que celle-ci nous permettra justement d'avoir toutes les données nécessaires qui nous permettront de pouvoir affiner l'analyse ou l'élaboration du budget 2022. Et je peux vous donner quelques exemples précis. Nous nous sommes rendus compte, par exemple, que dans les secteurs miniers, pour ne parler que de ces secteurs, que l'État était titulaire de 10% de parts sociales dans chaque entreprise minière titulaire d'un permis d'exploitation. Cette disposition existe dans les codes miniers, mais cette disposition n'a jamais fait l'objet d'application. Et donc, à ce jour, on peut dire que c'est depuis plusieurs années que l'État n'a gagné aucune dividende des entreprises au sein desquelles pourtant il a des parts sociales. Nous avions, à l'issue de l'examen... l'annonce du président de revoir certains contrats miniers est une bonne nouvelle pour vous? Ça, c'est un aspect. Mais là, je voudrais parler de choses qui sont claires, qui font partie des accords ou des arrangements conclus entre les entreprises minières et l'État. Lorsque vous êtes titulaire d'un permis d'exploitation, lorsque vous faites une exploitation minière, l'État a droit à 10% des parts sociales. La question est de savoir que gagne l'État dans toutes ces entreprises minières. Nous nous sommes rendus compte, en 2000, lorsqu'on examinait la loi des finances 2022,
2020 et même 2021, nous nous sommes rendus compte que cette disposition n'était pas du tout d'application. Nous avions formulé des recommandations au ministre des Mines et au ministre du Portefeuille pour que cette fois-ci, au cours des budgets à venir, qu'ils soient tenus compte de cet aspect de choses. Ça signifie qu'il faut que les projets de budget prennent en compte les dividendes attendus de ces entreprises-là. Aujourd'hui, c'est important que nous puissions évaluer avant que nous ne puissions justement examiner la loi des finances 2022. Alors, vous proposez qu'une commission soit mise en place pour évaluer les lois antérieures dont la praxis, dont la faisabilité. Vous êtes au Sénat. Comment ça va se faire? La commission ECOFIN, Sénat et la commission ECOFIN, Assemblée nationale, vont-elles travailler de pair? Comment ça va être de manière pratique? De manière pratique, chaque chambre fait son travail. En tout cas, en ce qui concerne le Sénat, nous venons de pouvoir prendre une résolution. Donc, le Sénat a pris une résolution qui consiste à demander à la commission économique, financière et de la bonne gouvernance du Sénat de faire ce travail d'évaluation. Et donc, très prochainement, le président du Sénat, l'honorable président, va pouvoir s'adresser à un certain nombre de structures, des ministères concernés, pour les inviter à répondre justement devant la commission économique, financière et de la bonne gouvernance, élargie à quelques autres sénateurs. Ils seront donc invités à venir devant nous pour faire le point avec nous, passer à revue toutes ces recommandations antérieures qui figurent d'ailleurs dans nos rapports, les rapports que nous avions dressés à l'issue de l'examen de ces différentes lois de finances et même de la reddition des comptes. Donc ces recommandations vont faire l'objet d'une évaluation conjointe entre nous et les ministères ou les responsables des structures concernées. Ceux qui les auront exécutés, nous saurons, et nous allons donc, pour cette raison-là, de ce point de vue-là, prendre en compte l'impact de ce qu'ils auront fait dans les budgets à venir. Ceux qui ne l'auront pas fait, nous allons faire le point avec eux et les obliger de pouvoir intégrer ces éléments dans le projet des budgets 2022. Cela va certainement conduire à des ajustements et donc probablement à des recettes supplémentaires. Vous allez, dans quelques jours en vacances parlementaires, rejoindre vos bases respectives pour 3 mois. C'est ça le principe. Mais vous rentrez en septembre, et le 15 septembre, la session, vous l'avez dit, essentiellement budgétaire. Quand est-ce que le travail d'évaluation va être fait, alors que vous allez en vacances parlementaires, et est-ce qu'il y a du réalisme dans votre proposition? Il y a du réalisme et c'est une chose qui se fait assez régulièrement. Pendant que nous sommes en vacances parlementaires, en fait, chaque sénateur a droit au minimum à 1 mois de vacances parlementaires. Nous avons prévu de prendre 1 mois sur nos 3 mois de vacances parlementaires. J'ai expressément proposé que nous puissions prendre la dernière semaine, ou plutôt les tout derniers mois de vacances parlementaires, pour que les membres de l'ECOFIN du Sénat élargi puissent se retrouver, faire ce travail d'enquête et d'audition des différents responsables. Donc, nous aurons 1 mois sur 3. C'est une chose qui se fait assez régulièrement, c'est tout à fait réaliste. Nous allons le faire, nous le faisons, et à l'Assemblée nationale aussi, souvent, il faut ce travail de suivi d'exécution du budget pendant les vacances parlementaires. Et vous savez, nous avons un nombre important des membres du gouvernement central, et puis autant des mandataires. Comment ils vont être auditionnés? Il y a le problème du timing. D'abord, il ne s'agira pas d'inviter tout le monde. Comme je dis, nous n'inviterons que les responsables, que les ministres qui sont concernés par des recommandations antérieures. Il s'agit pour nous d'examiner ou de recevoir les uns et les autres sur base du rapport de reddition des comptes 2018-2019 et du rapport d'examen des lois de finances 2020-2021. Vous avez là, par exemple, les ministres des Finances, les ministres du Budget, les responsables des régies financières, les ministres du Portefeuille, les ministres des Mines, les ministres du Travail, par exemple, en ce qui concerne les rémunérations des expatriés. Donc, on ne va pas inviter tout le monde. Il y a un certain nombre de ministres et de responsables qui avaient reçu des recommandations
express de la part du Sénat, ce sont ceux-là qui seront invités à pouvoir s'expliquer sur ce qu'ils ont pu faire au regard des recommandations antérieures. Alors, comment cela pourra-t-il aider à accroître les recettes publiques pour les téléspectateurs ce soir, où c'est une sortie voilà, d'un parlementaire qui veut bien se mettre en vedette à quelques jours de la descente à la base? Non, d'abord, je voudrais noter que toutes ces recommandations dont je parle n'étaient que des recommandations allant dans le sens de la maximisation des recettes. Lorsque nous demandons, par exemple, au ministre des Mines et du Portefeuille de se concerter pour assurer l'application de cette disposition du Code minier qui permet à l'État d'obtenir des dividendes des entreprises minières, c'est du concret. Donc, lorsque nous recevons les deux ministres pour leur demander où est-ce qu'ils en sont ou qu'est-ce qui s'est passé depuis 2 ans à ce sujet, c'est du concret et cela contribue nécessairement ou peut contribuer à l'augmentation des recettes de l'État. Et donc, toutes ces recommandations, c'est des recommandations claires qui allaient dans le sens de la maximisation des recettes. Par exemple, des recommandations en rapport avec les exonérations fiscales qu'il fallait soit supprimer ou qu'il fallait réviser. Par exemple, des recommandations en rapport avec tout récemment les recettes RAM, je crois que vous avez déjà entendu parler, les registres des appareils mobiles, ces recettes ou ces sommes, ces redevances que nous payons à travers nos téléphones. Tout le monde se plaint. Tout le monde se plaint, mais dans l'entretemps, c'est une recette qui existe, mais qui malheureusement n'avait pas prise en compte par la loi des finances. Donc il faudrait, c'est important. La loi des finances finissante ou de l'exercice 2021 n'avait pas pris en compte les recettes des RAM. Pas du tout. Pour quelles raisons? Pour quelles raisons? C'est vous qui légiférez. Hein? Lorsque nous avions examiné un domaine aussi sensible et porteur de beaucoup d'espoir, on parle d'assez de jus. Et vous oubliez ce secteur dans l'élaboration de budget. Oui, comment expliquer ça? Vous avez raison. Il faudrait d'abord noter que les principes en matière de finances publiques, c'est qu'il n'y a point de recettes, ou il n'y a de recettes qu'en vertu de la loi. Mais lorsque un ministre ou des ministres se retrouvent, décident de créer une taxe ou une redevance sans que celle-ci soit consacrée par la loi des finances, je dirais que c'est irrégulier. Et donc, je pense que ce qui s'est passé dans le domaine du RAM, on a passé la charrue avant les bœufs. On a décidé... Mais vous avez pris assez de temps pour légiférer. Vous n'avez pas été, comment on dit, anticipatif ou anticipant. Vous êtes allé dormir, vous avez laissé un domaine aussi important et porteur, pourvoyeur de beaucoup de recettes. Pourquoi vous avez attendu aussi longtemps pour légiférer en cette matière? Nous n'avons pas attendu aussi longtemps, comme vous le dites. Nous avons vécu les événements comme vous. Lorsque nous, on examinait les projets de loi des finances 2021, nous avons été surpris par le fait qu'il existait à ce moment-là une taxe RAM. Nous avons invité les ministres de PTNTIC et le président de la RPTC pour nous donner des explications sur cette redevance. Les explications nous ont été données et nous avons formulé des recommandations claires à ce sujet sur le fait on notamment... dit que cette taxe existait depuis longtemps, mais non, elle n'était pas apparente. Les choses se passaient dans une opacité inquiétante. Je ne saurais pas confirmer ce que vous dites. Je sais que la taxe existait parce qu'elle avait été établie en vertu d'un acte réglementaire, mais cette taxe, pour être budgétisée, devrait être prise en charge par la loi des finances 2022. Malheureusement, ça n'a pas été le cas parce que nous avons tous subi les faits, nous avons eu l'information assez tardivement. Et c'est pour cette raison-là, justement, que nous avions formulé la recommandation qu'il fallait que cette taxe soit prise en compte dans le cadre de la loi des finances 2022. Et que pour cela, les ministres des Finances et celui de PTNTIC devaient prendre les dispositions nécessaires à temps pour que cette fois-ci, les recettes RAM soient comptabilisées et fassent partie des recettes de l'État. Et donc, voilà, par exemple, là,
Et un aspect important, quelque chose d'assez important que nous allons vérifier pour nous assurer que ces orientations que nous avions données, ces recommandations que nous avions formulées, a été suivies des faits. Et là, ce n'est qu'un exemple. Je pourrais vous citer Oui, il y en a tant d'autres, mais d'autres exemples de recommandations qui ont été régulièrement formulées et qui devraient concourir à l'augmentation des recettes si elles ont été suivies, si elles ont été mises en œuvre. Entre la télécommunication cellulaire et le numérique, il n'y a qu'un petit pas. Le numérique, c'est un domaine stratégique, pourvoyeur des recettes dans un pays organisé, et éventuellement aussi un domaine de souveraineté, parce que tout peut arriver par ce domaine. Alors, à ce stade, le Sénat ou le Parlement en général, vous êtes au courant de la gestion de notre code 243. Est-ce que vous avez des éléments d'information qui gèrent le code 243 et notre serveur est géré à partir de quel pays? Et pour quelles raisons est-ce que vous vous intéressez à ce domaine? Nous avons dernièrement reçu les ministres en charge du numérique, qui d'ailleurs avaient sollicité qu'il lui soit accordé la possibilité, pendant les vacances parlementaires, d'introduire un certain nombre de dispositions d'ordre réglementaire qui lui permettraient justement de concourir à la maximisation des recettes, dont notamment des dispositions en rapport avec le code 243. Donc là-dessus, moi j'ai fait confiance à l'actuel ministre du numérique qui a décidé de prendre le taureau par les cornes et qui a compris que ce code nous permet justement de mobiliser assez de recettes et que grâce au numérique, le niveau des recettes de l'État peut être boosté. Et donc, il faut, je crois, l'encourager. Le numérique, ce n'est pas seulement que le code 243. Le numérique, c'est aussi la possibilité d'optimiser le recouvrement ou la perception des recettes au moyen des outils modernes comment dirais-je, du numérique, qu'offre le numérique. Et là, je pense qu'il faut soutenir les ministres en charge du numérique. Alors, on ne peut pas vous laisser se limiter à ce seul sujet. Vous êtes sénateur. L'actualité est très intéressante au Parlement. Vous avez suivi la déclaration, donc le président de la République à partir de Bunia. Apparemment, le vote, le tout dernier, je ne parle pas du projet de loi portant prorogation de l'état de siège, je parle plutôt de la réponse que vous avez réservée au procureur général près la Cour constitutionnelle. Apparemment, le président n'était pas un homme heureux depuis Bunia. Comment a été votre réaction en tant que sénateur à la Chambre des sages? Bon, il y a eu un rapport qui a été dressé par une commission sénatoriale sur ce sujet. Et ce rapport a conduit au vote parce qu'il s'agissait en fait de prendre une décision sur les personnes. Le règlement intérieur du Sénat, tout comme d'ailleurs celui de l'Assemblée nationale, prévoit que lorsque les sénateurs ou lorsque les députés doivent décider du sort de quelqu'un, d'un collègue, il le faut de manière secrète, il le faut par voie de vote. Et donc, le rapport proposait que nous puissions nous prononcer sur le cas des deux collègues qu'il fallait déférer ou plutôt permettre d'aller s'expliquer devant le procureur général ou pas. Le vote s'est fait de manière secrète. 49 sénateurs ont voté contre le principe de déférer les collègues devant le procureur général. C'est cela la démocratie. Je pense qu'il faut s'incliner. Ceux qui sont appelés à faire le contrôle parlementaire efficient, efficace, avec ce vote, des gens encore qui doivent regarder l'exécutif dans les yeux. D'abord, il ne faudrait pas croire que le fait que le vote ait été dans le sens que je viens de donner, que cela signifie que le dossier est clos. Il me semble que le procureur général ou la justice a encore la possibilité de pouvoir entendre les personnes concernées.
Et donc ce n'est que partie remise. Il ne faudrait pas, je crois, considérer les choses de manière aussi carrée, aussi figée. Un vote a eu lieu, les choses peuvent bouger. Demain, après-demain, les collègues peuvent toujours être entendus. Mais quel signal vous avez, les 49, si vous étiez parmi les 49 ou les 46, quel signal vous avez renvoyé à la volonté du président de la République? Vous êtes sénateur de l'Union sacrée, vous avez été parmi ceux qui ont traversé, n'est-ce pas? Je voudrais vous rassurer que les sénateurs de l'Union sacrée, je suis effectivement membre de l'Union sacrée de la Nation. Quel signal vous renvoyez au voudrais... monde et aux Congolais par rapport à sa volonté d'instaurer un état de droit fondé sur la justice, une justice équitable? Je voudrais vous assurer... Avec la redevabilité comme règle d'or de la démocratie. Je voudrais vous assurer que les sénateurs membres de l'Union sacrée de la Nation, en tout cas ceux-là dont je fais partie, soutiennent le chef de l'État dans sa démarche d'instaurer un État de droit. C'est fini, un soutien moral, le comme soutien, on en parle le soutien sur est nos réel. plateaux de télévision, dans les institutions, soutien, mais un soutien verbal, dans la praxis, apparemment il y a un souci. Non, le soutien est réel. Et déjà le travail pour lequel vous m'avez invité sur votre plateau, ce travail d'audition des mandataires, ce travail d'audition des ministres, démontre fort bien l'engagement qui est le nôtre de l'accompagner, n'est-ce pas, dans la restauration d'un état de droit. Comme je vous l'ai dit, le vote qui a eu lieu n'aura été qu'un vote sur un sujet précis, encore que le dossier n'est pas clos, et donc rien n'est perdu, il n'y a pas de quoi s'alarmer, les collègues pourraient toujours être entendus par le procureur général. Alors, l'autre élément d'information, c'est la Cour constitutionnelle qui vient d'autoriser l'Assemblée nationale, parce que la Cour constitutionnelle a été saisie par le président de l'Assemblée nationale, Mbosso Nkodia-Pwanga, elle est autorisée de clôturer la session de mars. Donc, contrairement à la volonté de bon nombre de députés nationaux de pouvoir continuer pendant cette période de l'état de siège. Quelle implication au niveau de la Chambre haute s'est-il donné à la Chambre basse, alors que la loi d'habilitation du gouvernement n'est pas examinée et votée à l'Assemblée nationale? Bon, d'abord, Et vous l'avez votée. Comment vous pouvez éclairer ceux qui nous suivent sur ce point-là? Parce que vos collègues de l'Assemblée nationale vont aller en vacances bientôt. Oui, nous avions voté la loi d'habilitation. Cette loi avait été examinée d'abord au niveau du Sénat, ce qui est tout à fait normal. Une loi, un projet de loi peut commencer à l'Assemblée nationale tout comme elle peut commencer au Sénat. Nous l'avons voté. Le principe, c'est que cette loi doit ou devra aussi être examinée par les députés nationaux. Et de toutes les façons, si à ce stade, il vient d'être maintenant retenu que les députés peuvent aller en vacances parlementaires. Et donc cela signifie qu'en fait, ils admettent ipso facto le principe que la loi d'habilitation doit être votée pour permettre au gouvernement, au chef de l'État, de pouvoir rester en train de pouvoir, comment dirais-je, prendre un certain nombre de dispositions légales sur certaines matières, notamment la question relative à la prolongation de l'état de siège. Et donc c'est une très bonne chose, je pense, la décision qui a été prise par la Cour constitutionnelle, c'est une très bonne chose. Elle permet de clarifier la situation et cela devrait conduire normalement au vote de la loi d'habilitation. Vous avez pratiquement épuisé les principales matières qui étaient inscrites au calendrier de cette session. On peut considérer que les vacances, c'est déjà un acquis. On clôture bientôt. Je pense que cette semaine, c'est pas encore totalement clôturé. Je pense que le vendredi prochain, nous avons quelques sujets qui nous permettront de clôturer et de pouvoir nous rendre en vacances parlementaires. Bien entendu, en attendant que nous puissions revenir pour auditionner un certain nombre de ministres, des responsables des structures spécialisées et des entreprises étatiques. En parcourant justement votre correspondance qui demande l'audition des membres du gouvernement
et des mandataires en vue d'accroître les recettes. C'est laborieux, c'est riche, et lorsqu'on parcourt ce document, on dit « Ah, mais c'est que l'espoir est permis ». Est-ce que le Sénat a le même entendement, vos collègues ont le même entendement que si nous passons de la praxis, plutôt de la théorie à la praxis, c'est peut-être le salut pour les budgets de ce pays? Le salut, je ne voudrais pas utiliser ce mot parce qu'il est lourd de contenu, mais au moins cela marque l'engagement, la détermination du Sénat à pouvoir, dans son action, dans son activité de tous les jours, exécuter une de ses missions, à savoir le contrôle. Et non seulement l'exécuter, mais permettre à ce que cette action de contrôle puisse concourir à la maximisation des recettes. Je suis pratiquement convaincu que si toutes ces recommandations que nous avions formulées antérieurement sont suivies d'effets grâce à cette action que nous allons mener, je suis convaincu que le niveau du budget de l'État, en tout cas celui attendu pour l'exercice 2022, va s'accroître significativement. Oui, vous êtes resté modeste. Nous croyons que ce contrôle sera efficace, parce qu'on a connu des contrôles parlementaires dans les deux chambres du Parlement, mais des contrôles qui sont restés sans beaucoup d'effets, sans beaucoup de résultats positifs sur les recettes fiscales et même le vécu du Congolais. Oui, c'est un constat, mais je crois que pour l'avenir, il y a lieu d'espérer. Et comme je vous l'ai dit, ce pragmatisme qui nous anime aujourd'hui, qui consiste à dire oui, on a recommandé, mais ne nous arrêtons pas là. Il faut évaluer. Ce pragmatisme-là, je pense, va permettre de changer la donne. Et je crois que si, au niveau de la chambre basse, on peut également faire la même chose. Donc, chaque fois qu'on a recommandé, s'assurer que les recommandations formulées sont suivies des faits ou sont exécutées, je pense qu'à ce moment-là, les choses pourront effectivement changer. Vous êtes une centaine. À la chambre basse, c'est 500 représentants du peuple. Votre recommandation, en quoi est-ce qu'elle peut être capitalisée à la chambre basse? Vous savez, lorsque vous examinez les rapports qui sont dressés par les députés nationaux, tout comme par les sénateurs à l'issue de l'examen des lois de finances, il y a toujours beaucoup de recommandations qui sont formulées. Des recommandations qui vont dans le sens non seulement d'améliorer le niveau des recettes, mais également de rationaliser les dépenses, mais de manière générale d'assurer le bon fonctionnement des services de l'État. Le drame, c'est que ces recommandations sont souvent lettres mortes. Aujourd'hui, en tout cas plus qu'hier, il faut s'assurer désormais que lorsqu'on recommande, lorsqu'on instruit, parce qu'il s'agit aussi des instructions, que ces instructions, ces recommandations sont suivies d'effets, que les personnes qui reçoivent ces recommandations les exécutent. Je crois que c'est cela aussi le rôle du Parlement, c'est de contrôler. Le contrôle signifie qu'on s'assure que les services de l'État font leur travail et que s'il y a des choses dites expressément ou recommandées expressément à un service, il faut s'assurer que ces recommandations sont exécutées. C'est cela l'exercice auquel nous allons nous atteler et je pense qu'à l'Assemblée nationale, on le fera et cela va permettre certainement d'améliorer les niveaux de recettes et je dirais même d'optimiser la façon dont l'État dépense, fait la dépense publique. Nous avons fini cet entretien. On vous souhaite bonnes vacances si réellement cette semaine c'est accepté que vous puissiez donc sécher pour quelques mois le Palais du Peuple. Le 1 mois des vacances autorisées, vous les passerez où exactement? Les 1 mois minimum de vacances, en fait, les vacances, c'est 3 mois. Nous espérons passer 1 mois ou 2 mois avant de revenir en ce qui nous concerne, nous, de l'ECOFIN pour ce travail. Mais les vacances parlementaires, on les passe dans la circonscription. Mais moi, ma circonscription, c'est le Nord Kivu. Qui est sous l'état de siège. Non, c'est une très bonne chose. Il va falloir que nous allions sur le terrain. Nous devons soutenir les autorités locales, être avec la population. Et en tout cas, notre souhait, c'est que cet état de siège puisse produire les résultats escomptés. Et ces résultats, c'est quoi? C'est la paix,
c'est la sécurité pour tous. Heureusement que cette fois-ci, tout le monde semble regarder dans la même direction. Ce serait une opportunité pour parler à la base, pour que les groupes armés se rendent aux autorités militaires et que la paix soit totale dans l'est du pays. Merci. Le sénateur Célestin Vounabandi, nous avons essentiellement mis l'accent sur votre proposition d'éditionner les ministres et les mandataires afin d'accroître les recettes publiques. C'est très intéressant, votre démarche. Et voilà, nous croyons qu'elle va aboutir. Bonsoir. Bonsoir. Alors le journal, dans un quart d'heure, vous allez retrouver la rédaction. Et nous, on vous retrouve très prochainement. Bonsoir chez vous.